Bonjour, aujourd'hui on va pas très loin d'ici, hein. On va juste au-dessus de la maison, nous allons crapahuter dans le Canigou. Alors contrairement à une idée reçue, le Canigou c'est pas le plus haut sommet des Pyrénées-Orientales, c'est le Carlite qui est plus à l'intérieur de la chaîne pyrénéenne, avec ses 2700 et quelques mètres. Donc le Canigou c'est surtout le plus spectaculaire parce qu'il est donc totalement à l'est et il domine directement la plaine. Et alors au printemps en particulier, quand la plaine est recouverte de la mousse rose des pêchers, la mousse blanche des abricotiers, avec le massif bleuté coiffé de neige qui se détache derrière, on dirait un petit peu le mont Fuji. Et la comparaison ne s'arrête pas là parce que, outre l'esthétique, eh bien c'est que le Canigou est aussi notre montagne sacrée. À nous autres, les Catalans, ceux du nord des Pyrénées comme ceux du sud, et en particulier lors de la Saint-Jean où on allume les feux tout au sommet. Et justement, c'est les 4 Saint-Jean de la guerre 1914-1918 qui riment ce nouveau roman. Pourquoi? Parce que ce Canigou, c'est aussi un géant de fer. Il est bourré de minerais, qui est d'excellente qualité, seulement comme il est en altitude, il est difficile à exploiter, il coûte cher. Donc aujourd'hui, les mines, elles sont fermées. Mais pendant la Grande Guerre, elles étaient ouvertes parce que les principales mines, celles de Lorraine, étaient soit sous domination allemande, soit elles étaient carrément sur le front. Donc de toute façon inaccessibles, et il a fallu exploiter à fond les autres mines de fer françaises, et en particulier celles du Canigou. Alors évidemment d'abord avec des mineurs français, mais ensuite comme tout le monde, ils sont partis au front, puis des mineurs étrangers sont arrivés, et en 1917, ce sont des Chinois qui débarquent. Ah oui. C'est pas très connu, mais en 1917, la Chine entre en guerre aux côtés des Alliés et elle envoie non pas des soldats, mais de la main-d'œuvre qu'on va dispatcher dans toutes les entreprises qui en ont besoin, liées évidemment à la guerre. Je pense particulièrement à la manufacture d'armes de Saint-Étienne, qui en a reçu plusieurs centaines. Et puis, donc, il y en a qui arrivent ici, dans le Canigou, pour travailler dans les mines. Car ce roman, Les Herbes de la Saint-Jean, c'est un roman sur la différence. Alors la différence qui se voit, vous imaginez bien que les Chinois au fin fond du Canigou, au plein cœur de la montagne, ça se voit effectivement, ça s'appelle un choc des cultures. Et puis il y a aussi la différence qui ne se voit pas. Et celle-là, c'est celle de Félicie, ma petite héroïne, celle que les journalistes ont appelée la Manon des sources du Canigou. Félicie, aujourd'hui on dirait qu'elle est HP, au potentiel. Il y a quelque temps, on aurait dit qu'elle était intellectuellement précoce. Des années en avant, on aurait dit qu'elle était surdouée, et puis à l'époque on disait rien du tout parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Évidemment, particulièrement intelligente, une intelligence intuitive, mais surtout pour les gens du coin, elle était un peu bizarre, un peu effrayante même, et du coup c'était une sauvageonne qui passait son temps à courir la montagne autour des mines de la Pinouse où travaillait son père. Et c'est là que nous allons donc à la Pinouse, au moment où le soleil va se lever. Le jet de pisse brûlant dessinait un arc d'or translucide dans l'air brumeux du petit matin. D'un mouvement de hanche, bien campé sur ses talons, l'homme traçait des huit dans l'herbe fripée par les premières gelées. À ses pieds, la vallée de la Rabasse, noyée d'ombre, dégringolait vers le mas des Cabanats encore dans la nuit. Mais vers l'est, au loin, le sommet arrondi du puits de l'Estelle blanchissait déjà, annonçant l'aube. Faisant rouler ses épaules ankylosées sous le velours râpé de sa veste, l'homme prenait ses aises. Il tournait la tête de droite et de gauche, laissant son regard errer sur les bâtiments étagés sur le versant. Avec la pente, il dominait les toits de la boulangerie et de la forge en contrebas, qu'il contemplait avec la satisfaction repue d'un propriétaire, jouissant de ces ultimes instants qui précèdent le point du jour, comme s'il était seul au monde. « Mais tu vas te décider à rentrer, oui ? Mais qu'est-ce que tu fais dehors? Tu ne pourrais pas utiliser les latrines comme tout le monde, espèce de porc !» Accroupie derrière un framboisier, à 2 pas de l'angle du bâtiment, Félicie ne décolérait pas. Ah c'est bien sa chance, hein. D'habitude, elle réussissait à se glisser dans le dortoir juste avant que le gros réveil matin, installé sur l'étagère au-dessus de la porte par le maître mineur, ne tire les gars de leur sommeil lourd de travailleurs de force. Personne ne se doutait même qu'elle était sortie. Et ce matin, il avait fallu que ce grand bonnet de Joachim Molinet soit chassé de son lit plutôt que de coutume par une envie pressante. Fallait moins boire hier soir à la cantine, sac à vin. Ah puis c'est qu'il prenait son temps, le bougre. Le nez levé vers les étoiles, qui clignaient de l'œil entre les nuages effilochés par les crêtes et la pointe des sapins.
Il sifflotait. La fontaine, qui glougloutait en solitaire derrière lui avec un doux murmure régulier, semblait l'inspirer. Félicie rejeta sa natte dans son dos d'une main impatiente et remonta la lanière du bissac gonflé qui lui meurtrissait l'épaule. Une truffe humide vint renifler amicalement le creux de sa paume. Sans quitter l'homme des yeux, elle accorda la caresse quémandée. Satisfait, le chien s'en retourna vers la boulangerie, sans bruit. Nero savait d'instinct quand il fallait manifester bruyamment son contentement en la voyant et quand il valait mieux se taire. C'était un chien intelligent. Jamais il ne l'avait trahi. La position accroupie n'était guère commode, et les ecchymoses de son dos la faisaient souffrir. Félicie mit un genou à terre sans souci des épines, qui ne pouvaient traverser l'épaisse toile du vieux pantalon paternel qu'elle enfilait toujours pour ses expéditions nocturnes, les jambes roulées jusqu'à mi-mollet et la taille retenue par une grosse ficelle. D'aussi longtemps qu'elle s'en souvienne, Félicie dormait peu. À peine allongée sur sa paillasse, elle sombrait d'un coup dans un sommeil sans rêve, comme une pierre coulant à pic dans l'eau noire d'une mare, et se réveillait 4 heures plus tard, fraîche et dispose. Petite, elle s'obligeait à rester allongée dans le noir sans faire de bruit, de peur d'être punie. Elle s'efforçait de se concentrer sur le tambour assourdi de son cœur, afin de tenir à distance la respiration moite du dortoir. Mais elle avait beau remonter la couverture au-dessus de sa tête et plaquer ses mains sur ses oreilles, la rumeur obsédante finissait toujours par s'insinuer sous la laine rêche et entre ses doigts. C'étaient des chuchotements et des gémissements, le grincement régulier des sommiers sous les corps qui s'agitaient. De l'eau goûtait, le plancher craquait, des hommes parlaient dans leur sommeil épuisé. Quelque part dans le fond, des rongeurs se battaient et couinaient avec une sorte de désespoir frénétique. Ça sentait la sueur aigre et les hardes crasseuses. Une odeur d'hommes seuls, loin de leur famille, loin des femmes, mères ou épouses, qui auraient pris soin d'eux. Le bâtiment de briques à un étage était un gigantesque organisme vivant en pleine digestion, et elle, Félicie, était prise au piège au creux de son ventre, tel Jonas dans celui de la baleine. Très vite, elle n'y pouvait plus tenir. Elle manquait d'air. Le cœur au bord des lèvres, les oreilles bourdonnantes, elle s'extrayait de sous sa couverture, sans faire de bruit pour ne pas réveiller le père. Retenant sa respiration, elle se coulait entre les lits qui exhalaient une buée rance, descendait l'escalier en espadrille ou les pieds nus, ses sabots ferrés à la main, suivant la saison. Elle ouvrait la porte en faisant bien attention à ne pas la faire gémir, la Casso avait le sommeil léger et l'ouïe fine, et débouchait enfin sur le talus herbeux où elle emplissait avec délice ses poumons de l'air nocturne, pur et froid. Sur la droite, en contrebas, des bruits étouffés montaient de la galerie de roulage, au niveau 0, où les coupes de nuit étaient au travail. Mais les ruelles qui reliaient entre eux les différents bâtiments de la cité minière étaient désertes, la forge éteinte et le câble auquel se balançaient les bennes descendant le minerai de fer vers Rapalum restait muet. Sans son grissement strident qui accompagnait les journées de la Pinouse, le silence semblait plus profond, apaisant. De grosses ampoules alimentées d'électricité par la turbine de la centrale sur la rabasse tout en bas diffusaient une lumière jaunâtre sur les rails qui reliaient le carreau de la mine à la trémie surplombant la gare du départ du funiculaire aérien. Mais Félicie se détournait de la lumière vacillante qui baignait le site assoupi où l'homme avait partout apposé son empreinte, construisant bureaux, ateliers, cantines et dortoirs, plans inclinés, trémies et voies ferrées, pour s'enfoncer résolument dans les ténèbres sur lesquelles les arbres et les rochers découpaient des silhouettes encore plus sombres. Elle passait au large des maisons où vivaient les familles du maître mineur et des chefs de poste, évitait la cabane des Corsavinensus, qui abritait sous son toit de tôle et entre ses murs de terre ceux de Corsavie, de l'Éca et de Saint-Laurent de Cerdan, qui ne redescendaient chez eux que le samedi soir, frôlait la masse carrée de la poudrière et rejoignit en quelques enjambées la lisière des sapins. La montagne était son domaine réservé, exclusif à cette heure nocturne, et elle l'arpentait avec jubilation. Nul besoin de lanterne. Nuit après nuit, ses yeux s'étaient accoutumés à l'obscurité mouvante, et à présent, elle se dirigeait dans le noir avec autant d'aisance qu'en plein jour. Quand ses yeux n'y suffisaient pas, ses oreilles, sensibles au moindre frôlement, au moindre murmure d'eau ou de vent, ses narines, que l'odeur la plus ténue faisait palpiter, et même la plante de ses pieds,
Reconnaissant les cailloux roulant sous ses semelles ou le tapis glissant des aiguilles sous les pins qui avaient donné leur nom à la mine, il suppléait sans effort. Félicie savait toujours exactement où elle se trouvait, et la course des planètes au-dessus de sa tête lui indiquait l'heure plus sûrement que le réveil matin du maître mineur qui n'allait pas tarder à retentir dans les profondeurs du dortoir. Ah, enfin! Ce grand escogriffe de Joachim Moliner en avait terminé avec sa miction matinale. Au léger soubresaut de ses épaules, Félicie comprit qu'il secouait soigneusement son engin avant de le ranger dans son pantalon raidi de poussière et de minerai et de crasse. Les soubresauts se firent plus saccadés. Il bataillait avec les boutons de sa braguette. Enfin, il parvint à la refermer. Creusant les reins, il s'étira avec un grognement de satisfaction qui se répercuta en écho dans la vallée. Une lampe s'alluma dans la cuisine des Casseaux. Oh, l'imbécile! Il voulait vraiment que tout le monde mette le nez à la fenêtre? Non pas qu'elle s'inquiétait de ce que les autres pourraient dire à son sujet. Leurs commentaires lui étaient depuis longtemps indifférents. Mais elle aurait été fort fâchée de voir ainsi le secret de ses balades nocturnes éventé. Et à cause de ce grand dadais sans cervelle en plus. Fourrageant d'une main dans sa tignasse encore hirsute de sommeil, Molinet se décida enfin à quitter son balcon au-dessus de la vallée pour remonter au dortoir se préparer. Félicie, qui avait rejoint la porte en 2 enjambées, se faufila près lui, telle une ombre. Il ne sentit même pas sa présence quand, mettant ses pas dans les siens, elle gravit les marches à sa suite. Elle fut néanmoins soulagée lorsqu'elle retrouva à l'abri de la vieille couverture brune, étayée des 2 planches en croix isolant du reste du dortoir l'alcôve improvisée qu'on leur avait dévolue au père et à elle. À l'instant où elle se penchait pour enlever ses espadrilles avant de réintégrer son lit, le réveil déclencha son irritante sonnerie de crécelle à l'autre bout de la chambrée. Il était 6h30. « Déjà levé ?» Elle sursauta en entendant la voix rauque du père s'élever de la paillasse sur laquelle il s'était effondré la veille au soir, ivre une fois de plus. Il lui avait décoché un coup de poing dans les côtes quand elle lui avait pris sa bouteille et s'était débattu violemment quand elle l'avait obligé à remonter l'escalier jusqu'au dortoir. Mais ses coups étaient moins précis lorsqu'il avait bu et elle savait y faire avec lui, à force de l'habitude. Elle avait finalement réussi à le coucher, lui avait ôté ses gros souliers ferrés et avait remonté la couverture sur son torse épais. Déjà, le père ronflait avec des gargouillements écœurants, la bouche ouverte sur un filet de bave. Rien ni personne n'aurait pu le réveiller avant le matin. « T'as encore mis ce vieux futal? Bon Dieu, mais quand est-ce que tu t'habilleras en fille ?» Il grognait, assis sur le bord de son lit, frottant vigoureusement ses joues mangées de barbe dure pour dissiper les dernières brumes de l'alcool. Félicie en profita pour dissimuler son bissac sous son lit. Dans un instant, il aurait retrouvé toute sa lucidité. C'était un miracle renouvelé tous les matins. Qu'importait la quantité de vin qu'il avait pu ingurgiter la veille, il repartait toujours au travail le lendemain, frais comme un gardon, d'aplomb sur ses 2 jambes et la main aussi sûre, si ce n'est plus, que le plus sobre de ses camarades. C'était sans doute pour cela qu'il n'avait pas encore été renvoyé malgré les nombreuses bagarres qu'il avait provoquées à la cantine quand il ne se contrôlait plus. Cela et son habileté de boiseur. Les galeries qu'il étayait étaient réputées les plus sûres de la mine. Et aussi ses 40 ans qui lui permettaient de ne pas être mobilisé, tandis que les plus jeunes partaient depuis août par trains entiers pour le front. Même Rouméo, le chef de poste qu'il avait copieusement injurié des jours auparavant, avait préféré fermer les yeux, ou plutôt les oreilles. On avait trop besoin de lui à la Pinouse. « Bounder, mais où sont passées mes godasses ?» Tout en se grattant le bas du dos, le père fourrageait sous son lit à tâtons. Il soufflait et pestait, mais ainsi penché, ses mots se perdaient dans la couverture qui pendait jusqu'à terre tel un drapeau en berne. De toute façon, ses paroles n'étaient destinées à personne. Au réveil, il s'en prenait ainsi à tous et à tout, histoire de remettre la machine en route. Félicie alla récupérer la paire de vieux brodequins en cuir dans la caisse de bois blanc où elle les avait soigneusement rangés la veille au soir et les lui tendit sans un mot, à bout de bras. En général, le matin, il ne la frappait pas, mais il valait mieux pas tenter le diable. Le père lui jeta un regard méfiant, comme s'il la soupçonnait de vouloir lui jouer un mauvais tour. Puis, détentant le bras avec une vivacité qu'on n'aurait pas attendue d'un homme émergeant à peine de sa soirée de beuverie, il se saisit des souliers et entreprit de les enfiler sans un merci. Elle n'en entendait d'ailleurs pas,
Déjà, elle décrochait la corde sur laquelle elle avait mis à sécher sa fâche de laine d'un rouge passé, décolorée par la transpiration, qu'elle l'aida à enrouler autour de sa taille. Derrière la mince cloison improvisée, les lampes s'étaient allumées, et le dortoir entrait en effervescence. La voix tonitruante de ce grand nigaud de Joachim Molinet, que sa sortie matinale avait, semble-t-il, mis de fort bonne humeur, racontait une histoire drôle. Sans doute plutôt salace, il n'en connaissait pas d'autre. Le rire au perché d'Aziz, l'arabe d'Algérie, lui répondit. Une remontrance indignée en espagnol les fit taire. Alfonso, sans doute. Il n'y avait pas plus prude que lui dans toute la Pinouse, pas plus bigot non plus. Valait mieux éviter devant lui les plaisanteries douteuses sur la Vierge, hein. C'est dire s'il avait fort à faire au milieu de ces rudes gaillards au parler non moins rude, quelle que soit la langue. Ceux de l'équipe du soir, couchés seulement depuis 4 heures, grommelaient qu'on les laissât dormir en paix. Il y avait des silences et des jurons. Les conversations baissaient alors d'un ton pour repartir de plus belle l'instant d'après. Les semelles ferrées raclaient le plancher. Les jeunes manœuvres se faisaient tous piller par leurs aînés. Certains dégringolaient déjà l'escalier pour se rendre aux latrines ou à la fontaine afin de se débarbouiller. D'autres, plus soigneux, prenaient le temps de plier leurs effets de nuit et leurs couvertures sur le mauvais lit qu'ils louaient pour 5 centimes par jour. En bas, au rez-de-chaussée, il en coûtait 10 centimes, mais ici, sous les combles, c'était moins cher. Dehors, on entendait claquer des volets et battre la porte de la cantine, où les mineurs s'engouffraient les uns après les autres pour boire leur café matinal. Et la journée va commencer, mais je vous la raconterai un peu plus tard, en vous lisant la suite du premier chapitre des Herbes de la Saint-Jean.